bienvenue à cette rencontre de Bisso Congo. Nous avons effectué un déplacement. Vous avez compris que ce n'est pas dans nos locaux habituels que nous faisons donc cette interview. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, vraiment capital pour l'avenir du monde. Nous allons parler de l'environnement. L'environnement, comme vous le savez, aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui va avec, les inondations, eh bien, quoi de plus normal, quoi de plus important que nous puissions aborder ce sujet. Nous avons bilingue parce que tout le monde a besoin de bâtiments sur comprendre Bisso. Nous avons vivre les lots comme conséquence. Et il y a une organisation non gouvernementale internationale Oyo ba s'occupaka vraiment na ba question état environnement boni ko batela yango boni ko sala été moto vivre malamu et aussi dans la recherche de la paix, c'est-à-dire dans la promotion de valeurs de la paix, parce que avec la paix nous serons tous ensemble et nous allons vivre ensemble. Il s'agit de Greenpeace aussi boyoka Komo Oyo, il y a ONG Oyo international. Greenpeace c'est en anglais. Vous comprenez par ces deux mots la paix et l'environnement, verte. Voilà. Alors, aujourd'hui, il nous a fait honneur de nous recevoir dans son bureau. Lui, c'est le professeur Georges Bilumbu. D'habitude, il y a pour la question de la société, on parle de l'éducation, de foi, on parle de la politique, on parle de la société. Aujourd'hui, tout côté pendant le domaine, nous allons parler de l'environnement. Il est directeur pays, il y a Greenpeace, ONG Oyo International. Alors, nous allons nous entretenir avec lui. Très cher professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Vlad, bonjour à nos téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un privilège d'être suivi par eux. Ça s'avère aujourd'hui très important quand on vous présente, on dit que vous avez plusieurs casquettes. Les lots pour ça, la casquette nous sous. Il y a moto, il y a souci, il y a environnement, paix, il y a kimia. Déjà un mot par rapport à l'environnement et à la paix dans le monde d'abord. Oui. La mission de l'homme d'abord sur la terre, c'est parfaire. Parfaire. Devenir parfait. C'est ça notre mission de venir sur terre. Alors, pour devenir parfait, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait la paix. Et la paix, c'est une culture. Ce n'est pas un aspect qui est acquis. De la naissance, l'homme se bat contre lui-même, se bat contre l'environnement, et il trouve aussi le monde dans lequel il naît, qui devient un monde de combat. Et donc la paix, c'est une culture. Et nous sommes une organisation internationale, bien entendu, qui travaille sur la paix. Et la paix surtout liée à l'environnement. Très bien. La paix liée à l'environnement, nous allons parler également de cette ONG internationale, Greenpeace. Un bon nombre de gens entendent parler, mais nous n'avons peut-être pas l'occasion d'en savoir un peu plus. Voilà raison pour laquelle nous avons effectué ces déplacements. C'est quoi d'abord Greenpeace? Nous disons que c'est une ONG internationale, mais il œuvre dans quoi? C'est quoi la vision? C'est quoi la mission? Depuis quand cette ONG est née? Quelles sont les actions qu'elle a déjà fait sur terre? Oui, Greenpeace, c'est une ONG internationale. En anglais, green signifie vert. Peace, c'est la paix. Okay. Donc s'il faut traduire une traduction littérale, c'est paix verte. Okay. Donc lorsqu'on parle de la couleur verte, c'est lié à l'environnement, à la forêt. Et nous sommes une structure qui rêve d'une paix mondiale dans la gestion de l'environnement. Donc, un monde où le climat reste celui qui est en complicité avec l'homme. Nous sommes des humains, nous vivons autour des 4 éléments de la nature. Nous avons la terre, l'eau, l'air et le soleil. Et ces 4 éléments doivent être en harmonie. Et l'harmonie des 4 éléments dépend de l'homme.
du comportement de l'homme envers ces 4 éléments. Vous voyez que pour que la Terre soit en harmonie avec elle-même, nous retrouvons un aspect très important, c'est la forêt. La forêt constitue les poumons de la Terre. Donc, vous voyez l'homme tel que vous êtes, vos poumons, c'est la forêt pour la Terre. Donc si vous inspirez de l'air pollué, c'est tous les corps entiers. Les corps ont 75% d'eau. Si l'eau bu par l'homme est mauvaise, c'est-à-dire c'est tous les corps qui en pâtissent. C'est aussi la forêt, c'est les poumons de la terre. Alors l'homme doit très bien protéger la forêt qui constitue les poumons de la terre. La terre, c'est comme les corps qui se décomposent. Parce que nous naissons jeunes, nous vieillissons. Et nous, par notre comportement, nous sommes en train de faire vieillir la terre parce que nous gérons mal les poumons qui constituent la vie pour la terre. Et notre mission, c'est d'être en harmonie avec ces 4 éléments de la nature. C'est créer la paix. Oui, aujourd'hui, nos forêts sont en déforestation, nos eaux sont polluées par des plastiques, l'air est pollué par l'industrie extractive. Vous voyez que tout ça, c'est l'homme dans sa quête de l'économie égoïste, décompose rapidement la terre, pollue l'eau, pollue l'air, et finalement, le soleil ne fait que subir les effets de cette décomposition, et le dérèglement de tout ça, c'est les inondations de gauche à droite, les éboulements, et finalement, dans d'autres pays, il y a même l'air qui est difficile à respirer, le soleil très, très piquant. Et nous donnons cette mission de créer l'harmonie, la paix entre l'homme et la nature. Et c'est pourquoi, comme mission, nous appuyons les gouvernements à travers le monde dans les réformes du cadre légal pour que les droits, par exemple, des peuples autochtones soient préservés. Parce que ce sont les peuples autochtones qui ont une longue expérience dans la vie, dans la gestion, disons, de la forêt, de l'eau et même de l'air. Alors nous devons protéger ces gens-là qui ont une vie harmonieuse avec ces 4 éléments. Nous travaillons sur le cadre légal. Aussi, comme la plupart de la population est ignorante de cette harmonie qui doit exister, c'est aussi sensibiliser les communautés à comprendre que la paix et l'avenir de notre monde, de notre société, dépend de cette harmonie-là, de cette paix-là que nous devons créer. Et aussi, nous sommes dans un pays capitaliste où la minorité est sauvagement riche contre une majorité, disons, pauvre. Donc, comment créer un climat de collaboration entre de réduire la pression, l'exploitation du riche sur les 4 éléments de la nature pour que l'équilibre soit par une bonne gouvernance et finalement, c'est ça même la paix. Voilà, on a compris la vision et la mission. On salue en tout cas cette vision, cette mission qui est salutaire pour l'humanité. Mais nous avons fait des petites recherches. Vous êtes dans plus de 55 pays dans le monde. Est-ce que les missions sont les mêmes pour tous les pays? Parce que nous avons aujourd'hui des pays qui sont plus développés, qui n'ont pas trop ces problèmes-là, et ces pays qui en pâtissent comme la République du Congo, on va y revenir. Les missions sont fondamentales pour tous les pays, ou soit chaque pays a des spécificités selon l'environnement, comment il se présente. La mission principale, c'est lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est une mission qui est globale. Seulement, les activités pour lutter contre ces changements accélérés du climat, c'est là que cela nous ramène dans les contextes de chaque pays. Par exemple, le Congo, c'est le poumon même disons, du bassin du Congo. Donc, nous, lutter contre la déforestation, c'est prioritaire que d'autres secteurs. Si vous allez au Sénégal, ils luttent contre la pollution de l'eau, de l'océan. Vous voyez. Il y a aussi des pays comme le Congo sur la gestion des déchets plastiques.
Parce que les déchets plastiques, pour se décomposer, ça fait des années. Et ça peut être une action commune dans tous les pays. Mais des pays qui ont déjà avancé, dans ça, vous verrez qu'il n'y a plus de plastique. Pour eux, la campagne plastique ne se justifie pas. Mais au Congo, la campagne plastique, c'est une réalité. Et lutter contre la déforestation, c'est une réalité. Lutter contre la pollution de l'air par certaines entreprises extractives, c'est aussi une réalité. Et ça, vous trouverez dans la plupart des pays, selon leur réalité, selon les problèmes qui se posent pour, bien entendu, protéger, lutter contre le changement climatique. Très bien. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes en train d'accompagner le gouvernement. Mais ça ne va pas poser problème, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, peut-être en prenant le cas du gouvernement congolais, si on parle de la prévision budgétaire, on a les grands axes, c'est aussi l'exploitation minière. Alors quand vous allez maintenant, en même temps accompagner le gouvernement, mais en même temps être contre la déforestation, l'exploitation minière, est-ce qu'il ne vous arrive pas à avoir de couac entre votre ONG et le gouvernement des pays? Effectivement, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est ça l'image qui se présente devant les acteurs étatiques. Ils pensent que Greenpeace est là pour marcher sur leurs intérêts ou contre leurs intérêts. Bien entendu, ici, nous ne défendons pas l'intérêt individuel. Nous défendons l'intérêt de la communauté. Vous savez, nous sommes dans un monde où le capitalisme a déjà exploité sauvagement l'Occident. Lorsque, par exemple, on parle de l'industrie pétrolière, cette industrie fonctionne où? Ça a commencé en Occident, ça a pollué l'Occident, et ce sont les mêmes milliardaires qui viennent encore polluer. Citez-moi une seule industrie pétrolière tenue et implantée au Congo, qui extrait au Congo et transforme au Congo. Une seule. Aucune. Maintenant, les dirigeants congolais sont à la solde de ceux qui ont déjà pollué chez eux. Ils viennent rapidement pour polluer ici avec la corruption, avec l'ignorance, parce que parfois certaines autorités ne maîtrisent même pas comment négocier avec ces pollueurs-là d'ailleurs qui viennent encore polluer ici. Nous, on n'interdit pas que, par exemple, le pays n'exploite pas le pétrole. Seulement, on dit exploiter de manière bio pour préserver l'avenir de la génération. Si, par exemple, une entreprise vient acheter un bloc pétrolier qui installe, qui extrait ici, transforme ici, paye les taxes normalement ici, en utilisant bien entendu les mécanismes de solutions, c'est-à-dire des transitions, disons, énergétiques. Nous, on n'est pas contre cela. Mais si vous avez 27 blocs pétroliers, est-ce qu'il faut tout vendre? Vendre à qui? Toujours aux grands pollueurs, il va encore venir polluer ici. Alors nous qui connaissons l'avenir, nous disons, il y a une génération de dirigeants qui ont été là qui n'ont pas vendu. Alors vous voulez tout vendre pour polluer la nature, détruire, accélérer les changements climatiques. C'est là que nous sommes entre les grands pollueurs et aussi les gouvernements pour les dire, voilà, ce que vous devez faire, c'est ceci permet de ne pas polluer davantage, et nous les faisons des propositions réalistes. C'est là que vous verrez que, par exemple, le président Mobutu a son temps. Il y a cette notion de fonds bleus, de vendre l'eau aux pays désertiques. Vous savez que si Mobutu signait cet accord, le Congo serait aujourd'hui un désert. Mais il fallait avoir des structures avec des personnes informées pour sensibiliser les autorités à comprendre que ces fonds-là vont finir, mais c'est les pays qui vont être désert. Ça, c'est dans les actifs de Greenpeace. Voilà. Le président Kabila, il a aussi compris ça. Il n'a pas signé l'accord à Brazzaville sur les fonds bleus. Aujourd'hui, nous avons encore l'espoir que le Congo ne va pas devenir un désert. Si le président actuel signait par exemple cet accord, c'est-à-dire qu'il va léguer un pays qui sera désertique dans les années
à venir. Vous voyez ce que nous, Greenpeace, nous sommes en train de prévoir. Nous sommes plus dans la prévention. Lorsque l'enfant joue avec le couteau, on lui retire le couteau ou on lui explique calmement que ce couteau ici, il est bon, mais pas à ton âge. Si tu l'utilises mal, ça va te blesser et ça va se perdre finalement. Les adultes ne vont plus l'utiliser, même après vous ne saurez pas l'utiliser. Vous êtes dans la prévention pour essayer d'aider les gouvernements, à conseiller les gouvernements, parce que vous avez aussi parlé de l'ignorance. Peut-être vous êtes de la matière, peut-être eux ils n'ont pas assez d'informations là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas des conseils pour approcher ces gouvernements, pour leur donner ces éléments dont vous maîtrisez mieux? Et aussi la deuxième sous-question, mais il peut arriver également que vous venez de citer les cas de présidents qui ont été d'accord avec votre proposition, mais il peut aussi arriver que les dirigeants, parlons en termes de dirigeants, qui ne comprennent pas assez ce que vous leur donnez comme conseil. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour que vous ne soyez pas incompris? Oui, ce que nous faisons, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec la société civile locale. Que nous formons d'abord, nous accompagnons à comprendre pleinement. Je sais que dans les structures locales, il existe des juristes, des éminents juristes, qui ont une connaissance approfondie dans les droits, peut-être nous apportons les ministres particuliers sur la protection de l'environnement. Par exemple, avec ces plateformes, nous avons par exemple le mouvement sur la justice climatique. C'est une plateforme qui réunit les ONG locales et finalement, lorsqu'il y a une question comme ça, nous partageons la compréhension avec ces ONG locales. Prenons le cas du couloir vert. On va arriver, c'est la question qui va suivre tout à l'heure. Je ne veux pas que nous lorsque les lois sont mal prises, au détriment des populations et des communautés et même du pays, là nous nous levons en avant-plan pour sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques. Et généralement, les acteurs étatiques ne comprennent pas les choses de cette même oreille. Si par exemple c'est une décision prise par la Première ministre, le secrétaire général, même s'il est conscient que cette décision est mauvaise, il ne peut rien dire parce que c'est une question de rapport de force. Si c'est le président de la République qui prend un décret, s'il y a des faiblesses, le Premier ministre, le ministre de l'Environnement ne peuvent rien dire. Alors nous, comme société civile indépendante, nous avons cette liberté d'amener nos propositions sur la table en travaillant, en faisant participer tous les acteurs. Le président de la République peut être inaccessible, mais ses conseillers, la primature, les cabinets, la société civile, le ministre, ces gens-là, nous les rencontrons et nous leur posons des problèmes. Très bien. Mais lorsque ça n'avance pas, c'est là que nous faisons maintenant l'activisme. Vous voyez, parce qu'à l'enfant qui ne connaît pas encore qu'à 12 ans, tu peux tomber enceinte, mais il y a des conséquences. Même si tu es femme, tu dois avoir les enfants, mais pas à 12 ans. Alors c'est là que l'adulte vient, il met des mécanismes pour éviter que cet enfant-là ne tombe enceinte. C'est là que nous, comme société civile, nous amenons vers le gouvernement pour dire, si pas par ignorance ou par des contraintes politiques, voilà ce que vous devez faire. Et si la population essaie de s'élever, la population essaie d'élever sa voix, tout politicien écoute la voix de la population. Très bien. Surtout si c'est une bonne cause. Très bien. On va parler de l'air protégé. Vous l'avez aussi soufflé tout à l'heure. On va aussi parler d'une question. On va faire un pas en arrière pour parler de bloc pétrolier également, parce que ça nous concerne. On va profiter de cette occasion. Mais vous venez de placer un petit mot là tout à l'heure en disant que vous êtes une ONG indépendante. Une ONG indépendante qui œuvre à travers le monde. La grande question que le commun de Montel va se poser la question, où trouvez-vous des fonds pour pouvoir établir, avoir des bases dans plusieurs pays à travers le monde? Est-ce que vous n'allez pas être à la solde également des politiques pour avoir un peu de moyens pour œuvrer? Notre indépendance, c'est le total. Nos bailleurs, c'est vous et celui qui me suit. Si vous allez dans notre site, on dit fais un don. Fais un don. Oui. Si tu penses que l'environnement, c'est une question qui te préoccupe, pour l'avenir, ton avenir, l'avenir de tes enfants, tu es appelé à faire des dons. Parce que le travail que nous faisons, c'est celui-ci. Vous voyez. Et nos bailleurs sont indépendants. Nous, ce ne sont pas les gouvernements qui nous donnent des fonds.
Vous ne verrez aucun gouvernement, vous n'aurez aucune trace d'un gouvernement du monde qui nous finance. Ce qui nous finance, c'est la population, des fondations qui nous financent pour être vraiment indépendants, avec une réflexion indépendante vis-à-vis de qui que ce soit. Ça nous rassure. Alors, on va parler environnement encore. Cette fois-là, on va faire un pas en arrière avant de prendre l'air protégé. Je sais que ça vous empresse de parler de l'air protégé parce que c'est une question d'actualité environnementale. Mais les blocs pétroliers, nous avons entendu le gouvernement vendre comme ça, vente ouverte comme ça, ouverte de blocs pétroliers. Alors, cette question vous concerne particulièrement, mais c'était quoi votre point de vue quand le gouvernement a lancé cet appel d'offres à tout le monde de pouvoir venir acheter des blocs pétroliers en République démocratique du Congo qui s'est élevé au nombre de 7, 8, 10 voire même. C'était quoi la position de Greenpeace? Oui, la position de Greenpeace, c'était dire nous devons protéger l'avenir des Congolais et l'avenir du monde. Nous avons pris position à cela et même les ministres, l'ancien ministre Boudimbo a compris comment Greenpeace pèse sur la question. Et nous avons utilisé notre lobbying tant local qu'international et ça fait que la vente n'est pas passée et ça ne pouvait pas passer parce que c'est l'avenir de l'humanité. Le monde est déjà détruit ailleurs. Le seul espoir reste l'Afrique à travers son bassin du Congo. Si cet enjeu n'est pas compris par beaucoup de gens, beaucoup finiront par comprendre. On ne peut pas détruire ce qui nous reste de plus précieux. Donc, les blocs pétroliers ne pouvaient pas être vendus. C'est là que nous sommes en train de faire une cartographie pour aider le gouvernement qui voilà, s'il faut vendre un bloc pétrolier, c'est se trouvant à tel point du pays, et les vendre dans les conditions qui bénéficient au pays, pas aux individus. Je dis bien qui bénéficient au pays, pas aux individus. Parce que la bonne gouvernance reste l'outil aussi de la paix. Vendre une concession, un bloc pétrolier, on vend à qui? Aux grands pollueurs, ou c'est le pays qui s'organise pour commencer à exploiter, produire, raffiner et aussi bénéficier de taxes ou de revenus en termes d'exportation. Si ce n'est pas ça la question. Donc, ce n'est pas l'intérêt du pays, c'est l'intérêt des individus. Donc, brader les blocs et que le pays reste détruit en termes d'environnement, polluer l'eau, polluer l'air. Et ça, nous érigeons à l'avant-plan pour lutter contre des actions qui ne renforcent pas la gouvernance et qui ont l'impact sur le changement climatique de manière accélérée. D'ailleurs, de ces pays solutions, cette appellation est bien contrôlée. C'est un slogan. Son contenu, à celui qui ne connaît pas la réalité, c'est un bon slogan. Mais la réalité, c'est que les pays ne proposent rien en échange. Lorsque les gens vont au COP, beaucoup vont en villégiature, sans amener un agenda clair. Vous avez appris qu'on avait ramené 500 millions. C'est PNID qui gère ces fonds-là et une cellule qui a été créée au ministère. Vous êtes journaliste, menez des enquêtes. Ces fonds-là font quoi? Ça bénéficie à qui? Tu vois, des vraies questions. C'est pourquoi, lorsque le pays doit être une solution, il faut avoir un capital humain compétent qui fait des propositions et que ces propositions sont prises au sérieux avec crédibilité. Lorsqu'il y a des fonds comme ça, on ne doute plus de la capacité du pays à gérer ces fonds et les faire passer au PNID. Aujourd'hui, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, vous pensez que 500 millions sont toujours intacts et ça profite à qui? Vous voyez les problèmes des pays solutions. Ce n'est pas dans les slogans. Il faut qu'on soit solution dans l'agir et bénéficier exactement. Parce que demander aux grands pollueurs de payer, il faut que vous soyez vous-même crédible et sérieux. Très bien. Voilà, la question majeure pour cette interview, c'est pour parler en tout cas des aires protégées,
C'est une appellation que beaucoup de personnes viennent d'écouter à travers le média. Nous venons vous voir pour avoir de plus amples explications par rapport à ces termes. Quand on parle air protégé, c'est entre Kivu et Kinshasa. Qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre par cette appellation? Oui, le couloir vers Kivu-Kinshasa, c'est un projet ambitieux de la République démocratique du Congo. On ne peut pas interdire à un pays souverain de prendre des initiatives. Seulement, il faut que vous preniez des initiatives qui vous crédibilisent. Parce que couloir vers Kivu-Kinshasa, une aire protégée, c'est-à-dire personne n'y accède. On ne fait pas l'agriculture, on ne fait pas de l'exploitation on ne tue plus les animaux, on ne coupe plus l'arbre. Et Congo-Kinshasa, c'est une forêt. Même Kinshasa fait partie de ce couloir. Mbandaka fait partie de ce couloir vert. Il y a des problèmes à résoudre, il y a des préalables à faire. On ne s'oppose pas au gouvernement. Nous sommes Greenpeace. Nous sommes là pour prévenir, pour la paix dans les pays et dans le monde. Lorsqu'on prend un décret-loi, oui, c'est bien beau, ça rend légal. Est-ce que c'est encore une aire protégée lorsque les gens y habitent? Les populations autochtones, quel est leur sort? On va tous le déguerpir? Parce que c'est une aire protégée, à moins qu'on change les termes. Parce que les termes, jusque-là, c'est couloir vert, ce sont les aires. C'est une aire protégée, Kivu et Kinshasa. Donc, Kinshasa aussi, on va dégripper les gens. Dans ces forêts-là, il y a les concessions des gens. Des fermes. Des fermes. C'est la notion des droits privés. Les juristes qui nous suivent, ils comprennent comment est-ce qu'on doit gérer les droits privés des Congolais. Est-ce qu'il y a encore lieu d'appeler ça une aire protégée? Et les décrets qui ont été pris, c'est un décret entassé de beaucoup d'erreurs. On a même déplacé certains territoires d'une province vers une autre. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour un projet ambitieux? Or, pour qu'il y ait une aire protégée, il y a des préalables, il y a des études pour identifier tous ces problèmes. Il y a les blocs pétroliers aussi dans le monde. Vous pensez que ces préalables, ces études n'ont pas été prises en compte? Aucune étude n'a été faite. Les préalables de consulter les acteurs qui sont là. C'est comme vous êtes artisan, vous avez votre parcelle. On doit vous exproprier comme ça par une décision du Premier ministre ou on doit aussi vous voir, vous indemniser s'il y a moyen, avoir votre point de vue si vous acceptez de laisser cette terre protégée. Cela n'a pas été fait. C'est seulement un décret qui tombe, entaché de beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi nous, Greenpeace, nous disons pour prévenir la paix. Parce que je ne pense pas que ces propriétaires des concessions, des carrés miniers et des fermes puissent s'abandonner comme ça parce qu'il y a un décret de Madame la Première ministre. Certains territoires détachés de leur province vers d'autres provinces, qu'on les laisse parce que, vous voyez, des sources de conflit. Et nous disons, nous approchons déjà les gouvernements pour dire, soit on réécrit le décret-loi en tenant compte de préalables. En tenant compte des préalables et puis réduire les erreurs qui existent. Parce que ces erreurs sont graves. Parce que même le partenaire auprès de qui on veut donner l'impression que nous sommes un grand conservateur de la forêt ne nous prendra pas au sérieux parce que ces mêmes gens auprès de qui le gouvernement y va, nous parlons avec eux. Alors quelle est la voix qui va être entendue? C'est lorsqu'il y a des mensonges, il y a des erreurs ou lorsqu'il y a... C'est pourquoi nous disons, faisons des débats participatifs. On va vers le gouvernement, que le gouvernement nous reçoive, que le gouvernement entende nos préoccupations et qu'on sorte avec des solutions adaptées. C'est ça le problème que les uns pensent que nous nous opposons au gouvernement. Nous sommes défenseurs des communautés. Et comment évoluent ces échanges avec le gouvernement liés à ces couleurs vertes dont nous parlons? Oui, moi je viens de prendre la tête de l'organisation il y a 6 mois. J'ai mon leadership participatif
je me suis fixé comme objectif d'aller vers ces autorités, frapper leurs portes. Beaucoup m'ouvrent leurs portes et je félicite beaucoup d'autorités, les cabinets du chef de l'État très ouverts, disons, aux échanges et bien d'autres. Et nous pensons que ça va aller comme ça. Parce que entre l'ignorance et la connaissance, il faut toujours quitter la zone de confort vers la connaissance. C'est ce qui va bénéficier à notre pays, aux générations futures et aussi à l'image du Congo en tant que pays vers les mêmes partenaires auprès de qui nous allons dire les grands pollueurs doivent payer plus. Parce que c'est aussi ça notre mission, qu'un grand pollueur doit payer plus qu'il les paye. En tout cas, une trentaine de minutes nous auront suffi en tout cas pour parler, pour avoir cet échange avec le directeur pays de Greenpeace ici en République démocratique du Congo, avec son emploi du temps très chargé, mais quand même, il nous a accordé cette trentaine de minutes pour que nous puissions parler de ce sujet de l'environnement très important. Et pour terminer, nous allons vous donner l'occasion de vous adresser aux Congolais et à la jeunesse en ce qui concerne l'environnement et la paix en même temps. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui viennent nous suivre tout à l'heure? Pour promouvoir des solutions dans la lutte contre le changement climatique, nous faisons appel à la jeunesse, aux femmes surtout. Si vous avez des initiatives innovantes sur la transition énergétique, sur la protection, sur l'agroforesterie, vous avez des innovations que vous pensez que ce sont des bonnes pratiques, nous offrons des subventions aux jeunes et aux femmes. Une fois vous pensez que c'est une innovation vraiment innovante, vous venez déposer un projet chez nous et nous pouvons examiner ça et vous appuyer avec les fonds nécessaires pour la mise en œuvre d'une innovation pour la transition énergétique et surtout la protection de l'environnement dans l'agroforesterie. Et voilà ce que nous pouvons faire. Voilà le message qu'on peut faire. Et ce que nous devons savoir que la forêt, c'est mon avenir, c'est votre avenir. Préservons, conservons la forêt. Ce sont les poumons de la terre. Si nous connaissons ça, vous verrez que nous allons œuvrer pour la paix dans le monde. Un message très important, mais il va falloir avoir des coordonnées. Comment ces personnes que vous avez fait appel peuvent vous joindre? Nous sommes une structure publique. Nous avons un site web. Nous avons les réseaux, tous les réseaux sociaux. Nous avons des comptes. Si vous cliquez sur ma Greenpeace, vous nous écrivez, nous vous répondons. Mais en termes de numéro de téléphone, vous appelez sur 081 82 85 017. Là, vous entrez en contact avec nous rapidement et localement. Voilà, merci beaucoup, très cher directeur pays de Greenpeace. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. C'est pourquoi nous disons toujours une autre RTC est possible. Car le changement une autre Afrique est possible. Car le changement est une. Le changement est une. Voilà, ça va terminer. On vous dit merci. On va se retrouver donc prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.